fan de jeux vidéo rétro et d'une... Bonjour, vous êtes bien sur Cyberculture, sur Radio Ici Maintenant 95.2. Antenne libre, aujourd'hui nous allons parler patrimoine numérique et jeux vidéo. Pensez-vous que le patrimoine, toute la culture numérique a autant d'importance que les musées actuels en France? Là est tout le débat. Pensez-vous que le jeu vidéo doit avoir son Louvre à lui? Nous allons aborder tout ça dans un instant. Comme invité aujourd'hui, je reçois Douglas Alves, président de l'association MO5. Bonjour Douglas. Bonjour. Peux-tu rapprocher un peu ton micro, Oui. s'il te plaît? Alors, juste, je suis pas président, hein, mais je suis un membre important. Mais Tu es un membre important. Ouais. Excuse-moi, autant pour moi. Notre président Philippe Dubois, on le, Excuse-moi Philippe. on, on le salue. Bonjour Sergent Slayer. Salut. Salut, tout le monde est là. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les jeux vidéo et notre patrimoine numérique. Donc antenne libre là-dessus, je rappelle le numéro 08 92 23 95 20. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent avoir leur Louvre numérique? J'attends vos appels. Débattez, réagissez, n'hésitez pas. Donc, Doug, tu fais partie de l'association MO5. Déjà, qu'est-ce que c'est que le MO5? Ah, tu veux dire que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce Alors que c'est? MO5 c'est MO5, simple, c'est une vieille machine 8 bits de chez Thomson qui a participé à l'apprentissage de nombreux Français de l'informatique, puisque ça a été la machine principale avec le TO7 du plan informatique pour tous, Oui, donc qui a été une action gouvernementale pour habituer donc les enfants dans les écoles primaires notamment, mais aussi les lycées. euh, à l'informatique et à comprendre cet outil et à quoi il pouvait bien servir. Alors ça a été un petit fiasco quand même parce qu'il n'y avait pas assez de gens formés autour. Donc c'était à quelle année? quelle année? C'était les années 80, milieu des années 80. Oui. Voilà, en grande partie. Et on manquait de profs vraiment formés pour qu'on ait pu apprécier donc le plan informatique pour tous, mais il a quand même montré à de nombreuses personnes qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Ok, très bien. Et donc pour préciser aux auditeurs, tu peux remontrer le MO5, donc la machine originale qui s'appelle MO5. Donc voilà, alors, normalement sur la webcam, on va jumper. Alors pour la petite histoire, Oui. notre association s'appelle emo5.com parce que son président, donc Philippe Dubois, que je resalue, à la base voulait avoir le nom de domaine pour son site, puisqu'avant que ça soit une association, c'était surtout son site à la base, un site de collectionneur qui a permis à une communauté donc de se rencontrer en 96. Il voulait prendre le nom MSX, qui est aussi un vieil ordinateur 8 bits, mais lui un format japonais, donc mi-japonais mi-américain, puisqu'il y a quand même Bill Gates dedans. Qui a mis ses billes. Voilà, qui avait mis ses billes parce qu'ils se demandaient à l'époque si les Japonais allaient pas prendre d'assaut le marché mondial de l'informatique. Et ils voulaient prendre MSX et malheureusement ça a été pris avant qu'ils puissent le faire. Et il s'est dit mais pourquoi pas prendre un ordinateur français, ça sera encore plus représentatif donc de l'association. Et il a pris imo5.com. Ok. Et si je ne m'abuse, MO5 c'est Thomson? C'est ça Thomson, tout à C'est fait. Thomson. C'est une boîte française ou je délire complètement?
Non, non, c'est français. C'est vraiment français, C'est ok, français. bah tu m'apprends quelque chose. Très bien. Donc parmi milieu années 80, vous décidez de créer une association et de garder toutes ces belles petites machines. Alors voilà, en fait en 96 le site est créé. Autour de lui, ça va permettre à une communauté donc qui ont les mêmes idéaux, les mêmes objectifs, qui sont à la base une communauté quand même de collectionneurs. C'est-à-dire que c'est assez troublant parce qu'en fait, les gens qui collectionnent permettent quand même une sauvegarde du patrimoine, mais c'est très instinctif. On le fait pas. La plupart des collectionneurs le font pas au début, enfin en tout cas à cette époque-là, dans les années 90, dans le but de préserver, mais dans le but d'essayer et de garder des machines qui ont un certain lien affectif, parce que c'est des vieilles C'est machines. vraiment affectif. Oui. Voilà. Et ensuite, au début des années 2000, le site et tous les gens qui se sont regroupés autour de Philippe, on va décider de créer une association pour avoir vraiment un statut réel. Parce qu'un site c'est bien gentil, mais après quand il va falloir démarcher les gens sur le terrain, faire de la sensibilisation. Voilà, mener une action, avoir une existence réelle et légale auprès des institutions. Voilà, on a été obligé de créer l'association. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, vous collectionnez donc les machines, mais aussi les jeux vidéo, les vieilles cartouches, les vieux CD. Oui. Alors chez Emo5, on collectionne vraiment tout ce qui est informatique personnelle. On a même un peu d'informatique professionnelle parce que on a eu des contacts qui nous ont permis de sauvegarder des vieux ordinateurs qui étaient des grosses baies, des grosses machines à bande qui ne sont pas du tout vidéoludiques ni personnelles, mais on les a quand même préservées pour éviter qu'elles partent à la benne. Mais on se concentre surtout sur l'informatique personnelle avant Windows 95 et les consoles, l'arcade, les jeux électroniques aussi. Du coup, vous vous intéressez pas aux machines plus récentes, type PlayStation 2, PlayStation 3? Elle est plus en vente, donc du moment qu'elle est plus en vente, en fait, le PC il est devenu standard. Oui. Donc je parlais surtout des ordinateurs après 95, c'est devenu un standard où c'est vraiment de masse. On en garde quelques-uns, mais on va pas garder tous les modèles qui sont en fait la même machine. Par contre, au niveau console et arcade, effectivement, la PS2 c'est une nouvelle machine. Elle est plus en vente aujourd'hui, donc on considère que dès qu'une machine est plus en vente, c'est du rétro gaming. En fait, et donc on en garde, bien sûr, mais c'est vrai qu'on se concentre plus sur les machines qui sont plus vieilles parce qu'il y a vraiment un important travail de sauvegarde à faire. On a notamment les ordinateurs qui utilisaient des disquettes. Les disquettes ne sont pas immortelles. Oui, d'ailleurs, comment vous les conservez, est-ce que déjà à la base les disquettes étaient faites pour durer plus de 20 ans? Alors, je vais te répondre qu'il n'en savait rien et qu'il voyait beaucoup plus la disquette comme un support à faible durée de vie. Et donc c'est vrai qu'il y a différentes qualités. On va pour garder une disquette, pour garder des machines, il faut de toute façon un standard de préservation. C'est-à-dire il faut qu'elle soit protégée des UV, il faut qu'il y ait une certaine humidité, donc basse pour les conserver. Il faut peu de poussière, il faut peu d'électromagnétisme. Donc il y a tout un standard à respecter. Nous on a un membre qui est conservateur donc dans l'association qui s'appelle Jean-Baptiste Clay et qui est conservateur de métier. Et qui nous a donc on a défini avec lui des normes de préservation. Les disquettes c'est ce qui risque de partir en premier. Je pense que notamment au Japon, mais aussi un peu en Europe, on a pas mal de jeux qui ont disparu et donc on retrouvera jamais. Carrément, même sur internet on peut pas retrouver. Exactement. Déjà, je parle notamment de l'informatique japonaise parce que elle s'est très peu exportée. Au niveau des jeux vidéo, on connaît vraiment le jeu japonais par le biais de l'arcade, par le biais des consoles, mais les micros. C'est complètement inconnu hors du Japon et ils ont produit énormément de jeux sur micro, même s'ils étaient en retard par rapport aux Américains. On peut considérer qu'avant qu'il y ait Super Mario sur Famicom NES,
Ils ont fait à peu près, on avait estimé ça avec un ami japonais à peu près 3700 jeux. 3700 Voilà. jeux, carrément. On a connu certains de ces jeux-là par leur adaptation console, mais il y a énormément de jeux micro qui ne sont jamais sortis du territoire japonais. Et tous ceux qui sont sur disquette, d'ailleurs il y a une association qui commence à faire le travail de préservation au Japon. Le Japon étant un pays avec une partie de son climat tropical, on a beaucoup d'humidité à un moment dans l'année. Et l'humidité va attaquer les disquettes, tout ce qui est support donc magnétique. Oui, ça attaque carrément les bandes et limite de la moisissure dessus. Ça crée des champignons, voilà. Que ce soit les vieux films du cinéma, en fait, on applique le même genre de produit, les mêmes techniques que pour la restauration de bandes au cinéma. C'est-à-dire qu'on va les nettoyer avec un produit spécial qui va enlever les champignons, les moisissures sur la bande. Et au Japon, il y a vraiment un gros travail à faire, parce qu'ils ont beaucoup de jeux qui ne sont jamais sortis du territoire et qui du fait aussi de la culture japonaise qui est beaucoup moins portée sur le piratage que nous. Voilà. Le piratage, il faut, oui, c'est beaucoup plus caché au Japon. Ils n'ont pas une culture de faire par derrière, entre guillemets. Ils le font un peu, mais c'est pas autant répandu que ça l'a été en Occident à l'époque des disquettes. Et on peut dire merci aux pirates à l'époque, parce que par le biais du piratage, on a pu conserver beaucoup de jeux et les Japonais n'ont pas eu la même chance. Et là, il faut faire le travail pour eux et leur faire comprendre que les jeux vidéo c'est un patrimoine, parce que eux, que ça soit comme le manga ou comme les animés ou comme les jeux vidéo, c'est pas encore du patrimoine pour eux. Ça va le devenir là. Je vais pas vous annoncer de scoop, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Avec le ministère de la culture donc au Japon, voilà. Exactement. Ils sont en train de se rendre compte quand même que c'est quelque chose qui représente le Japon au niveau culturel aussi. Et oui, ça, ils avaient du mal à l'admettre. Mais pourtant, ouais, c'est très contradictoire. Parce que quand on regarde les images d'il y a 10-15 ans, même maintenant, actuellement au Japon, on voit qu'il y a des salles de plusieurs centaines de mètres carrés dédiées aux jeux vidéo. Enfin, ils vouent vraiment un culte à ça. Exactement. En fait, le problème du Japon globalement, c'est que il y a l'art, la culture avec un grand A. C'est-à-dire des choses qui sont vieilles et donc qui méritent leur respect, de par leur vieillesse, on les respecte. Et il y a les choses qui sont du commerce. Et tant que c'est vendu, pour eux, ça ne peut pas être de la culture populaire. En fait, ils n'ont pas entre nous, comme nous, en fait, plusieurs degrés. Il n'y a pas l'art, la culture populaire, et puis après le truc est vraiment du commercial qui n'a aucun intérêt. Eux, ils ont les deux extrêmes. Et donc c'est très dur de faire passer un média d'un extrême à l'autre. Doug, je voudrais revenir sur un point, là, sur la conservation de tout ce qui va concerner donc l'ensemble des jeux. Moi j'ai déjà vu des personnes qui avaient des Amstrad CPC où ils avaient rendu donc le lecteur hybride de manière à mettre par exemple au lieu de mettre les cartouches ou le lecteur de disquette propre à Amstrad, ils avaient mis leur lecteur. Bien sûr. Est-ce que vous derrière vous fabriquez par exemple des éléments qui seraient susceptibles de sauvegarder cet ensemble-là? Alors il y a quelque chose qui est très important. En USB par exemple. Il y a des Anglais qui ont créé un appareil qui s'appelle le CryoFlux. Ils développent ça depuis des années en amateur. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs, l'association japonaise l'utilise au Japon et nous on commence à l'utiliser aussi. C'est un appareil qui se vend sur USB, une sorte d'interface USB qu'on vend sur n'importe quel PC, et puis après on branche sur cet appareil là un lecteur d'origine de n'importe quelle machine avec le soft d'origine, et ça permet après énormément de lecture de faire une copie bit à bit des disquettes de l'époque, et donc intégralement, c'est-à-dire avec la protection. Donc vraiment reproduire l'intégrale, voilà. Une ISO vraiment parfaite, une image parfaite. Une image parfaite d'une disquette. Et ça c'est très important parce que c'est le seul outil. Et il faut dire, encore une fois, c'est des amateurs qui l'ont développé. On a aucune aide des gouvernements ou
ou de boîtes pour travailler sur ça. Et Cryoflux, ils ont fait un travail énorme. À la base, ils voulaient le faire que pour l'Amiga, et leur projet a reçu tellement en fait un accueil positif de la communauté, des collectionneurs et des gens qui préservent, que maintenant ils sont en train d'adapter leur outil pour n'importe quelle machine. Et notamment les machines japonaises comme le PC88, le X1, le X68000 qui ont besoin d'être préservés parce que personne ne le fait non plus au Japon. Puis surtout dans les brocantes, sur les quelques brocantes que j'ai vues, on trouve ce genre de machines, mais vraiment dans des états assez lamentables la plupart du temps. Alors pour les remettre en état, même si on a des compétences électroniques, c'est pas forcément évident. Parce que les pièces, on les trouve plus, tout simplement. Souvent quand on a une machine qui a un problème, ce qui est bien, c'est que nous on a la possibilité encore, parce qu'on a un local qui commence à déborder, mais on a la possibilité de récupérer plein de machines qui ne marchent pas. Et souvent on est obligé, on est contraint avec 3-4 machines mortes à faire une qui marche. Donc, il y a de l'hybridation de machines. C'est du boulot. Ouais. Il y a des, ça fait un peu Borg. Un peu Borg. Très bien. Vous êtes bien sur Radio Aussi Maintenant 95.2, l'émission Cyberculture sur le patrimoine numérique. Un seul numéro, le 08 92 23 95 20. N'hésitez pas à appeler, faites-nous partager vos jeux vidéo préférés. Faites-nous part de vos réflexions sur faut-il sauver notre patrimoine numérique et ouvrir une sorte de musée du jeu vidéo. N'hésitez pas, le 08 92 23 95 20. Vous êtes toujours sur Cyberculture avec Thomas, Sergent Slayer et Doug de l'association MO5. Oui. Oui, non, c'est simplement pour dire, vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20 tout simplement pour intervenir, nous parler. Faites-nous partager vos impressions, n'hésitez pas, on ne mord personne et je suis sûr que vous avez tous plein de souvenirs sympas sur Mario ou d'autres jeux vidéo. J'aimerais bien savoir si quelqu'un connaissait le fameux training sur Mega Man 4, parce que je l'ai jamais... jamais réussi à finir. Je voulais buter Dr Willy, mais c'est dur. Je vous reviens un petit peu aussi sur l'intérêt, parce que de mon côté, l'intérêt à stocker des vieilles machines rétro qui ont pas beaucoup de mémoire. Là tout à l'heure tu discutais, vous stockez énormément de choses. Quelque part, c'est pas, c'est assez bizarre quoi de stocker. Et c'est comprendre vraiment l'intérêt de votre association. Pourquoi ? Là, j'ai compris tout à l'heure, on commence un petit peu à parler de représentation ou vraiment de montrer que c'est un patrimoine qui est important. Au Japon, ils vont vers ce côté-là. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous, en France, on n'aurait pas notre Louvre du jeu vidéo où on pourrait faire découvrir à nos enfants et aux autres personnes ce que nous avons vécu. Parce que, alors, tout d'abord... Nous accueillons le Roland à l'antenne, donc pendant que vous répondez. Roland, es-tu là ? Oui, bonjour. Salut Roland. Bonjour. Oui, bonjour, j'étais en train d'écouter votre émission. En fait, voilà, j'ai 2 ou 3 vieux Macintosh dans mon sous-sol. J'ai de plusieurs générations et qui fonctionnent. Alors évidemment ils sont pas complets. Le problème c'est que j'ai plus de souris, donc du coup lorsque on est mal les utiliser. Quand on a plus de souris, on est mal. On peut utiliser le clavier. Hein. Bon, cela dit, bon, j'ai pas l'intention de les utiliser. Simplement, en écoutant votre émission, je me disais que ça pouvait peut-être faire le bonheur de quelqu'un. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Et puis il y a un mois à peu près, j'ai fait de l'ordre. J'ai vu ces Mac, je les allumais, je débranchais un vieux écran qui fonctionne encore, et puis avec les touches monter descendre, et puis pomme
pomme machin, pomme truc, je suis arrivé en fait à rouvrir des jeux, des logiciels. C'était assez rigolo de revoir des choses que j'avais utilisées il y a 15 ou 20 ans. Bah, Donc voilà, donc il me disait que ces Mac, il faut peut-être servir à quelqu'un, voilà la question en fait. Bah, si vous avez la possibilité, je sais pas où vous êtes situé, mais nous on est situé très près de Paris, hein, donc en région parisienne. Vous pouvez nous contacter et nous on peut venir les chercher, ou vous pouvez passer à l'assaut, au local. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Donc à ce moment-là, moi j'habite à Champigny-sur-Marne. Hein. D'accord. Donc on a un membre à Champigny-sur-Marne. Vous avez un membre Oui. Après. Donc je pense que ça peut être gérable sans problème. Ben, à ce moment-là, je peux peut-être laisser mon numéro de téléphone. Hors antenne, hein, parce Oui, que hors antenne. tu vas avoir plein d'amis après, tu vas pas comprendre. Ou Roland, envoie-nous un mail à partir du site ici-et-maintenant.fr, tu peux trouver les coordonnées de l'émission. D'accord. Ou alors tu vas sur, bah oui d'ailleurs, on a monté un blog cyberculture, c'est ici-et-maintenant.com/cyberculture en un seul mot avec les deux C. Je sais pas de quoi noter, mais je cherche ici-et-maintenant.com, après je pense que je me débrouillerai dedans. Tu vas sur le forum de Ici et Maintenant, section cyberculture, et tu as le lien direct. Ou alors tu peux poster sur le forum, on se fera plaisir de te répondre et de te fournir les coordonnées de l'association. D'accord, très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Bah, je te remercie Roland. Merci à vous. Merci, bonne journée à toi. Bon, c'était pas mal la musique de Parodius, ensuite ça. Ouais, très rigolote la musique de Parodius. Qui sont des musiques classiques à la base. D'ailleurs, tu connais le compositeur de Parodius? J'ai pas réussi à retrouver. Parodius? Non, parce que à cette époque-là, souvent les CD d'ailleurs de Parodius sont signés en fait du groupe musical de Konami. Après, on peut retrouver les gens qui ont fait partie du groupe, mais c'est vrai que comme il donnait pas le compositeur, on retient pas qui c'est. Il donnait le groupe seulement, qui est le Kueya Club. Kueya Club. Ouais. Ok. Mais je te filerai ça si tu veux. Ouais, avec plaisir. Ça dans mes nous quelques archives. musiciens connus du Soundchip sur toutes les consoles, ou plus particulièrement sur Atari, parce que moi je suis atariste. Non mais moi si tu veux, je peux te citer déjà des musiciens qui m'ont marqué. Ouais. Alors si tu veux commencer par l'Atari, voilà, Atari. on va parler de Yorai Nipple, donc avec son pseudo Mad Max à l'époque, qui est quelqu'un qui a été très prolifique donc dans le monde du ST, que ce soit le monde de la démo à scène ou du jeu vidéo, qui faisait partie du studio Talion Software et qui a dû produire à peu près plus de 400 musiques sur Atari ST. C'est quelqu'un qui n'était pas musicien en plus à la base, donc il est devenu par la programmation, parce que c'est ce qui lui plaisait le plus. Après, qui je peux citer d'autres? Moi j'adore personnellement Yuzo Koshiro, qui est quelqu'un qui a commencé à travailler chez Falcom, un studio japonais qui a fait notamment beaucoup de RPG à l'époque, d'action RPG comme Is, Sorsorian, qui sont restés très japonais et très PC, et qui lui après est parti faire travailler pour Sega. Il a créé son studio indépendant, il a fait notamment les musiques de Street of Rage, il a fait les musiques de Actraiser pour Enix sur Super Famicom, il a bossé sur Shenmue, il a bossé sur plein de jeux. Et alors j'ai une question sur le chat de Amiga 1200. Alors Douille, je voudrais savoir si vous offrez un service de remise en état des vieux périphériques, car j'ai du matos en rade que personne ne sait réparer. Ah, alors d'habitude, si on le répare, c'est pour nous, pour le préserver. Oui. On propose pas de service aux gens externes. Après, je pense que dans la communauté, que ce soit sur notre forum ou sur d'autres forums, je pense qu'on peut réussir à mettre des gens en contact. Je pense que ça peut se trouver, quoi. S'il n'a pas des contacts donc pour le faire réparer, nous on peut, je pense que trouver des gens qui seraient intéressés. Donc pour bien faire comprendre aux auditeurs et aussi à Amiga 1200, son pseudo sur le chat. Donc aujourd'hui, l'association MO5, votre objectif premier, c'est la conservation du patrimoine du jeu vidéo rétro. Oui, et de l'informatique personnelle rétro. Voilà. Alors, en revenant un petit peu, il y a quelques mois d'ici, vous avez organisé une exposition. C'était donc Game Story au Grand Palais. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Ça a été une étape. Il y avait une très grande queue à ce qui paraît. Oui, c'est un énorme succès, à mon avis d'ailleurs. J'aurais bien voulu être invité au vernissage. Qui a beaucoup. On ira à la prochaine. qui a beaucoup étonné, je pense, les institutions françaises.
à ce niveau-là parce qu'ils s'attendaient peut-être pas à autant de succès pour du jeu vidéo. On a fait en 2 mois, on a fait 57 000 entrées. Il y avait souvent des queues effectivement de 2 heures pour entrer visiter l'expo. Donc je pense que c'est un pas décisif. Je pense qu'il y aura un après et un avant. Enfin en tout cas il y a un avant, mais un après je pense qu'il va arriver très très vite. Ça a permis quand même de montrer qu'il y avait un énorme intérêt pour la culture du jeu vidéo. Et que comme toute œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qu'il faut préserver et qu'il faut expliquer aussi. Parce que le jeu vidéo, de par son nom, il a dans les sociétés occidentales un a priori négatif. Parce que jeu, c'est considéré pour quelque chose d'abrutissant à la rigueur. Et surtout d'enfantin. Et alors que c'est pas du tout le cas. Et ça, je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, pendant 10 ans, en fait, on a fait de la sensibilisation. En fait, Mais depuis 10 ans, enfin, vous étiez en concurrence. Moi, je me souviens à l'époque, il y a des associations comme Famille de France qui pétaient littéralement les plombs pour dire que les jeux vidéo étaient la cause des maux de la société. Donc, ils prenaient pour cible, certes, des jeux assez violents comme Carmageddon 2. Donc, un fameux jeu où en voiture, fallait écraser tous les passants. C'était assez abject, mais ça pouvait être rigolo et un gros défouloir. Donc après, on peut en discuter, bien sûr. Ou GTA. Où j'étais. La version 2D, là, qu'on vient dessus, c'était... C'était assez rigolo aussi, ça. Mais justement, est-ce que ces associations vous ont pas mis des freins, en quelque sorte? À nous, non. Puisque nous, on est vraiment... on s'occupe vraiment de la préservation. Mais en général, pour l'image du jeu vidéo, ça a été négatif. Mais ça c'est cyclique. Hein. C'est cyclique et propre aux sociétés occidentales, tu penses? Beaucoup plus. Parce que les sociétés... Donc, par exemple, on prend l'Asie. Le jeu est vraiment intégré dans leur culture, dans leur façon de vivre. Le jeu, c'est considéré comme un outil d'apprentissage. Et donc, il n'a pas un a priori négatif tant que ça ne devient pas... la seule chose que tu fais toute la journée, que ça ne devient pas addictif. Alors que nous on considère que voilà, au bout d'un moment, on a grandi, on joue plus. Et c'est faux parce que le jeu vidéo... c'est faux, je te confirme. Ouais, je joue encore à la Super NES. Hein. Le jeu vidéo, c'est une expérience. Déjà, c'est un système. Donc voilà, c'est un monde, un système fait de règles. On rentre dedans et on essaye de le maîtriser, de réussir. De réussir quelque chose, que ça soit arriver à la fin d'une aventure pour un jeu qui est très narratif, ou un jeu d'adresse, donc être le plus habile possible. C'est quelque chose, c'est une expérience qui est un peu hors, c'est vrai, de la réalité, mais c'est une expérience qui peut t'apporter donc un certain talent, une certaine acuité dans certaines compétences. Et donc le jeu vidéo peut servir aussi. En fait, il peut aller d'une activité où il va nous détendre, nous divertir, et donc nous rendre meilleurs pour les activités un peu plus sérieuses. Et il peut avoir une très grande fonction d'apprentissage. Alors que c'est quand même beaucoup plus mal considéré en Europe de jouer quand on est vieux. Oui, ça fait tout de suite enfantin et vieux geek poilu. Voilà, tout à fait. Voilà. Et nous accueillons tout de suite Philippe. Philippe, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe, je suis de la Défense. Voilà, je suis un collectionneur qui a une association dans la banlieue sud de Paris. Je voulais savoir, à l'heure actuelle, je recherche un ZX81 de Sega. Et je voulais savoir si c'était un ordinateur qui se trouvait, puisque j'ai des amis, notamment qui avaient fait un musée de référence à la sommet de la Grande Arche de la Défense, et je voulais savoir si c'était possible de le trouver. Voilà. Merci Douglas. Tu peux répéter le nom de la machine? J'ai pas du tout compris. ZX80, mais ZX80. Oui, mais alors c'est déjà. Ah non, pardon, c'est pas Sega, c'est Sinclair. C'est Sinclair. Sega, de Nintendo, pardon. De Nintendo. Non, mais en fait, c'est une machine qui a été construite par des Anglais, donc par Sinclair, et non pas par Nintendo. Et ni par Bob Sinclair. Hein. Voilà. Non, mais sinon voilà.
Ça se trouve, on pourrait peut-être boire un café un de ces jours et Bah écoute, on pas de pourrait en problème, parler. surtout, j'ai un brevet de musée de l'ordinateur à te proposer et je pense que tu serais la personne adéquate. Oui, je pense aussi. Voilà, je te remercie Douglas. À bientôt. Philippe, Philippe, tu es toujours là? Non, il a raccroché. Bon. Philippe, si tu nous écoutes toujours, va sur le forum, leforum.fm. Section cyberculture, tu retrouveras toutes les infos de cette émission et je mettrai à jour les coordonnées de Doug ainsi que le site MO5 après l'émission. Alors j'ai une question du chat. Aujourd'hui, est-ce qu'on bénéficie d'une amnistie maintenant avec le fait de conserver des jeux 8 bits copiés? Ah, très bonne question. Parce que j'ai le droit aujourd'hui d'aller Très sur bon. internet, Alors- récupérer... Alors, normalement non. Et ça ne risque pas de s'améliorer si l'ACTA passe. Ah. Alors si l'ACTA passe, il y a des grandes chances que les sociétés puissent choisir en fait en payant le nombre d'années où l'œuvre sera sous copyright. D'accord. Et donc ça risque pas de s'améliorer. Après, les sociétés se bougent pas pour des jeux 8 bits. À part peut-être Nintendo. Les auteurs, eux personnellement, considèrent qu'il faudrait les donner, que c'est du patrimoine, maintenant c'est très vieux. Et même ça porte un nom, il me semble, Abandonware. Abandonware. Le Abandonware, donc pour logiciel entre guillemets abandonné commercialement, mais qu'on peut récupérer gratuitement. Oui. C'est ça Alors l'idée. maintenant, ce n'est pas forcément légal. C'est-à-dire qu'on a deux cas de figure. On a le cas de figure où c'était l'auteur ou une boîte disparue qui avait publié et donc d'habitude il le laisse vraiment en abandonware. Et après il y a des vieux jeux donc qui ont été publiés par des éditeurs qui existent encore. Et le problème c'est qu'avec la vague des jeux smartphones et des jeux rétro remake donc sur PSN et XBLA par exemple ou Steam, ils considèrent que c'est leur propriété intellectuelle quand même et ils sont capables d'aller embêter que ça soit les gens qui reprennent ces vieux jeux pour y jouer ou les gens qui font des remakes gratuitement sur le net pour les fans. On a eu notamment le cas avec Street of Rage où des amateurs avaient bossé plusieurs années sur un remake et ils se sont fait interdire leur remake alors qu'ils le vendaient pas, c'était gratuitement. Donc vraiment c'est au cas par cas. Ok, très bien. Dans l'association MO5, donc, vous sauvegardez le Patreon, vous faites différents ateliers, vous participez au musée, et quelles sont vos autres actions? Alors, que faites-vous en fait, autre à la base, encore on fait depuis le début de la présentation au public. C'est-à-dire qu'on a fait environ à peu près une centaine d'expos, donc des petites souvent parce que il faut toujours commencer petit avant de faire un game story, donc on a une certaine expérience et en fait pour sensibiliser le public donc au patrimoine numérique et leur faire comprendre que c'est important, donc c'est un long travail et à côté de ça il y a le public mais il y a aussi les institutions et ça on est en dialogue avec eux depuis de nombreuses années, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut avancer dans ce sens. Et est-ce qu'il y a des élus qui sont déplacés à vos conventions? Oui, il y a notamment Frédéric Mitterrand, quand ministre même de la Culture, qui est venu nous voir au Festival du jeu vidéo, qui est venu voir Game Story, qui a vraiment œuvré en tout cas par le biais de ses déclarations dans notre sens. Il est allé visiter aussi de nombreuses écoles de jeux vidéo et il s'est vraiment intéressé au sujet. Et d'ailleurs, la France a besoin de supporter le jeu vidéo, non pas seulement pour la préservation, mais aussi pour les futures générations qui veulent travailler dedans, puisque la France est un énorme vivier d'artistes et de techniciens. Très talentueux, comme Eric Chahi par exemple. Voilà, et moi quand je constate en fait que les Américains dans leur studio, ils ont énormément de Français, et c'est des Français qui n'arrivent pas à trouver de travail en France parce qu'on n'a pas un support du gouvernement et des facilités comme ont certains pays comme le crédit d'impôt. C'est comme Ubisoft, Oui, Ubisoft qui était sur Meudon ou Sèvres, connu pour tout au départ avec Adibou et après Rayman. Ils sont partis à Montréal.
Ils sont partis à Montréal parce que disons que on leur a fourni des aides là-bas. Fin des années 80, début des années 90, on n'a pas supporté l'industrie du jeu vidéo en France. Donc résultat, soit les auteurs, ils ont fait 1 ou 2 jeux, ils ont vu que c'était plus la peine de continuer, ils ont arrêté les jeux vidéo. Malheureusement, il y a des auteurs talentueux qui ont arrêté. Et il y a d'autres personnes qui ont fait l'argent il est ailleurs, on aura des meilleures conditions, on sera beaucoup mieux considérés. Ils sont allés en Angleterre, ils sont allés aux États-Unis. C'est les premières vagues d'immigration. Voilà. À Montréal. Et après, ça c'est plutôt vers les années 2000 parce que le gouvernement canadien a mis en place un crédit d'impôt qui permet aux sociétés de ne payer d'impôts qu'à partir du moment qu'ils ont sorti leur premier jeu, donc ils commencent à récupérer de l'argent. C'est une bonne initiative quand même. Exactement, et ça arrive en Angleterre, et je pense qu'il va falloir que ça arrive très vite en France, parce que sinon on va avoir encore une seconde vague d'auteurs qui vont partir en Angleterre, parce que c'est pas loin, les boîtes vont avoir beaucoup plus d'argent à cause du crédit d'impôt, donc ça c'est très important. Tu penses à quel auteur en particulier ? Je pense pas à des auteurs en particulier, mais je pense à énormément de gens qui auraient pu faire que le jeu vidéo français grandisse, se développe plus rapidement, qu'on garde nos talents au lieu d'aller les donner notamment aux Américains, parce que les Américains, que ce soit dans le monde du cinéma, des effets spéciaux, du jeu vidéo, ils sont friands de français. Notamment dans les domaines artistiques. Le bon savoir-faire français. Voilà. Alors, si vous êtes développeur de jeux vidéo français sur Paris, sur Lyon, je vous invite dès à présent à nous appeler au 08 92 23 95 20 afin de faire partager votre expérience aussi sur tout ça, sur le développement, qu'est-ce qui se passe. Voilà, sinon une bonne nouvelle à annoncer, c'était la création de la fédération européenne FGAMP, qui est en fait une fédération qui regroupe donc tout ce qui est association de préservation donc du patrimoine numérique. Alors on a un regroupement de plusieurs assos comme par exemple l'Italian Association for Interactive Media, on a Emo5, on a Cryoflux, on a en Allemagne la Digital Game Research Center, on a aussi chez les Allemands le Computer Spiel Museum, on a même des Japonais, on a beaucoup de Français, voilà, on a des Autrichiens avec Subotron, enfin voilà, c'est une très bonne nouvelle. Si ça bouge au niveau européen en joignant toute la force de toutes les associations et tous les musées existants, puisque les Allemands ont un petit musée qui existe depuis 2 ans je crois. Voilà, alors les Américains ils sont en avance, ils ont 2 musées. Eux ils ont compris que voilà, la culture, le patrimoine numérique c'était important, surtout que ils ont très peu d'histoire par rapport à nous. C'est une nation qui est jeune, relativement jeune, et que l'informatique et les jeux vidéo a permis aux Américains quand même de monter une industrie forte et de propager encore plus leur culture. Oui, qui fait directement concurrence au Japon. Voilà. C'était un peu... à l'époque, même si Sega et Nintendo étaient tous les deux basés au Japon, on a vu une vague de jeux vidéo Sega des États-Unis, il me semble. Oui, mais c'est surtout... en fait, les Américains, ils ont une puissance industrielle derrière, une force de frappe au niveau marketing qui est énorme. Et ils ont... Ce qui, au-delà de ça, ils propagent leur culture au niveau mondial. Mondialement, les Américains sont très forts. Parce qu'ils arrivent, de par leur puissance industrielle et monétaire derrière, à vraiment bâtir des standards culturels tout en monétisant. Voilà, ils arrivent quand même avec leur culture dans tous les pays et ils arrivent quand même à l'imposer la plupart du temps. C'est-à-dire leur modèle, leur façon de faire. Les Japonais ont été très forts à un moment et le problème c'est que les Japonais à la base ils créaient des jeux vidéo pour eux-mêmes, comme les mangas pour le territoire national et comme ça se vendait bien et ils arrivaient à se rembourser vraiment, à vivre que avec le marché japonais, ils avaient aussi ce sentiment que leur culture ne pouvait être comprise que par les Japonais. Donc ils n'ont pas eu cette volonté au niveau culturel expansionniste. Comme les Américains. Nous, on est allé chercher les mangas, on est allé chercher les jeux japonais. Moi, quand je montre à des amis japonais, non, mais je jouais sur PC Engine en France à l'époque, il n'y a aucun problème. Ils me font des gros yeux, ils me font mais comment tu connaissais ça puisque c'est pas sorti en France.
Mais quand tu dis aller chercher les jeux, tu sais aller chercher les jeux sur internet ou tu te déplaces au Japon pour aller chercher les jeux? Alors moi je suis allé au Japon au milieu des années 90 pour la première fois. Il n'y avait pas internet vraiment, hein. Donc c'était les magasins d'import en France et puis les voyages que je faisais en tant que journaliste qui faisait que je récupérais beaucoup de jeux japonais. C'est ces magasins qui étaient sur République? Ouais, il y avait Shootagen du côté de Porte de la Villette, il y avait les magasins République donc comme les fameuses cartouches Coconut Japan, il y avait Jap. Electron à Porte de Champéret, il y avait Hazardous Area du côté de Boulogne je crois, enfin il y en avait quelques-uns. Il y avait une flopée de magasins spécialisés. Tout à fait. J'ai une question, est-ce que vous aujourd'hui vous avez des contacts avec les sociétés de développement de jeux vidéo français, voire même américaines? Quand je dis contact, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un échange par exemple, vous allez chercher des informations sur des jeux rétro ou qui sont... Alors, il faut savoir que le travail de MO5 et des autres associations et des collectionneurs est très important parce que beaucoup de sociétés ne gardent pas leurs archives. Et donc on a des contacts avec les sociétés, mais plus pour du mécénat. Ils commencent à comprendre qu'il faut nous aider. Ubisoft, là vraiment nous soutient vraiment à fond, par exemple. Mais par contre, au niveau des archives, ils ont peu de choses à nous proposer, souvent. Alors bien sûr, les jeux récents, ils nous les envoient pour qu'on puisse les archiver pour le futur, mais il y a très peu de sociétés qui ont gardé leurs vieux jeux en plusieurs exemplaires, ou même des kits de développement ou des docs de développement. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'une industrie qui n'a pas de mémoire, c'est très mauvais. Si elle a 4K de mémoire, vous êtes la mémoire. Mais on a le cas similaire avec le cinéma. Le cinéma à la base, c'est pas considéré comme un produit culturel. Aujourd'hui, on a perdu la moitié des films dans les 30 premières années du cinéma. Oui, exactement. Voilà, donc le jeu vidéo est quand même, on a l'avantage d'avoir quand même un médium qui est numérique. Donc l'ADN du numérique, c'est quand même la copie. On a pu sauvegarder beaucoup de choses, mais ce sont les spécialistes, les fans, qui ont fait ça, et non pas les sociétés. Mais d'après ce que je comprends, donc les sociétés de... Oui, nous allons faire une petite respiration musicale. J'ai besoin de respirer. Ouais, on a tous besoin de respirer. Vous êtes toujours sur Radio Ciné Maintenant 95.2, émission Cyberculture avec l'association MO5 représentée par Douglas Alves. Moi, Thomas et Sergent Slayer aux manettes. Donc, petite pause musicale, nous allons vous passer les génériques originaux de Duke Nukem 3D, Doom et Rick Dangerous. C'est parti!
Rebonjour à tout le monde, vous êtes bien sur Cyberculture sur Radio aussi maintenant 95.2. Un seul numéro pour intervenir, le 08 92 23 95 20. Aujourd'hui nous parlons de jeux vidéo, n'hésitez pas à intervenir, dites-nous les jeux vidéo qui vous ont marqué ou posez vos questions à Douglas de l'association MO5 ou même donnez votre avis sur le patrimoine culturel numérique. Doit-on le conserver? Doit-on monter un musée du jeu vidéo digne du Louvre? Messieurs, vous allez toujours bien? On va bien. Moi j'ai une question du chat. Crois-tu que Sony est en train de mourir? Douglas. Doug. Je passe une question du chat de Jean-Philippe. Non, Sony est un peu en difficulté. Mais ça globalement malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises japonaises. Et le tsunami et Fukushima n'a pas aidé. Maintenant, je pense que Sony c'est quand même une société qui maintenant, je pense, a compris qu'il fallait plus être aussi arrogant qu'à l'époque où ils avaient la main mise et ils étaient number one. Et un peu d'humilité, ça fait du bien. Et je pense que maintenant Sony est quand même dans une bonne attitude. Envers les développeurs, envers les joueurs, je pense que ça peut que s'améliorer. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'énergie, de ressources derrière pour rebondir? Ça, je peux pas le dire parce que je suis pas en interne chez Sony. Mais ils sont quand même loin d'être morts. Hein. Il faut pas dramatiser non plus. Pas dramatiser, oui, voilà. Et nous accueillons tout de suite un auditeur. J'ai oublié ton prénom. Laurent. Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Vas-y. Salut Laurent, comment vas-tu? Ben moi ça va. Alors vous m'avez fait plaisir là parce que j'ai entendu la musique de Ghost and Goblin. Yeah. Exactement. Et en fait heureusement qu'on sauvegarde tout ça parce que j'ai jamais réussi à finir le jeu. Il était très dur ce 20 jeu. 20 ans plus tard, mon fils a réussi. Bravo! Ah, vous pouvez lui dire bravo, hein, parce que, ouais, mais il a triché, il y a des sauvegardes maintenant en fait. Ok, avec les save state, il a fait ça sous émulateur? Oui, c'est ça. Ok, Oui, oui, c'est plus facile. Moi, j'ai vu un joueur dans une salle d'arcade à Akihabara qui faisait tout le jeu sur une borne d'arcade en exploitant tous les bugs de collision de murs et tout ça qu'il y avait dans la borne d'arcade à l'époque. Ça m'avait halluciné. Ah mais c'est génial. Moi, je vous avouerai que là, j'ai eu la chance d'avoir une cabane dans le jardin qui ressemble à un musée du jouet, quoi. Très Donc bien. j'ai à peu près toutes les consoles dont vous venez de parler là. Et là, j'étais en train de monter justement une mini borne d'arcade spéciale pour jouer au Gorf. Je sais pas si quelqu'un connaît Gorf. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Si, je connais de nom. Alors dessus, en fait, il y a... ça commence par Space Invaders, deuxième tableau, c'est Galaga. Ah, Galaga, c'est bon ça. C'est une reprise de plusieurs tableaux, en fait. C'est une petite histoire du rétro gaming, en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est C'est très absolument sympa comme génial. idée. C'est très sympa. Et donc là, avec des copains, on remonte des bornes d'arcade parce que ça se trouve à la poubelle, quoi, maintenant. Et oui, bah maintenant les gens se refont des bornes d'arcade eux-mêmes, surtout qu'en France il y a pratiquement plus de salles. Donc il y a une certaine nostalgie de ces jeux faciles d'accès avec du challenge, toute une ambiance d'une époque passée qu'on a plus aujourd'hui. Moi dans le village, j'ai les gamins 10 ans qui me virent de la cabane l'après-midi. Et le soir, j'ai mon fils qui a 18 ans qui me vire aussi. Et en fait, tout le monde s'amuse ici, quoi. Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est que l'attrait d'un jeu vidéo, c'est son intérêt. C'est pas juste sa technologie. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a tendance à l'oublier. Et un jeu, quand il est fun, quand il est bien construit, quand le game design est carré, il amusera toujours les gens. Ah ouais. Là, le gameplay, c'est vraiment important parce que on a découvert un vieux jeu, c'est pareil, ça s'appelle Moto, M-O-T-O-S. C'est vraiment tout bête, c'est une balle qui doit pousser d'autres balles à l'extérieur d'un terrain, mais au niveau jeu, c'est un très vieux jeu d'arcade. Voilà. Ça, si je me trompe pas, fin des années 70, début 80. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je suis plutôt jeu des années 80, début 80. Début 80, en fait. Ça doit être peut-être 81, oui. Ouais. C'est tout à fait. Pour ceux que ça intéresse, je conseillerais aussi, là, ils sont en train de... Ah, on a été coupé. J'ai fait une fausse manipulation. Oui. D'accord. Ah, c'est bon. Ouais, il a été mis dans un... Ils sont en train de développer les flippers virtuels et franchement, je trouve que c'est bien foutu aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des fans qui utilisent si je me trompe pas, le moteur de MAME
pour en fait générer des ouais, maintenant il y a flippers. Visual Pinball, Voilà, Future exactement. Pinball. C'est Exactement. franchement bien. Oui, bah on va préserver les flippers sous format numérique. Voilà, alors que c'est voilà. des objets matériels à la base. Bah, écoutez, j'essaie de me faire simule. sur le forum, là, le jour où je réussis, je vous enverrai des photos et je sais pas, au niveau matériel, je vais regarder le site, là, MO5, c'est ça? Oui, mo5.com, oui. MO5.com. Parce que j'ai pas mal de matos aussi qui traînent, c'est vrai que ce qui est en panne, à la rigueur... Oui, tout à fait, hein, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Ok. Et on se débrouille. Bon ben moi avec plaisir je vais retourner vous écouter alors. Bah en tout cas bon courage. Bah, merci à toi. Hein. Alors question, À Bon bientôt. après-midi. Bon jeu. alors, question du chat pour Doug. Quel serait pour toi ton top 5 de jeux vidéo rétro? Aïe. Tout le monde me le demande ça. Alors, on va faire peut-être... je vais faire un top très personnel. Parce qu'après un top technique et rationnel, objectif, c'est très très dur à faire. Alors peut-être que... j'ai commencé à le faire notamment pour mes élèves. Puisque j'enseigne l'histoire et la culture du jeu vidéo. À l'université, t'enseignes ça Dans où? dans des écoles qui forment des game designers. Ah Voilà. oui, ok. Voilà. Et donc en fait j'ai commencé à le faire, mais c'est très dur. C'est très dur de faire un top. Moi j'ai commencé par mon premier jeu, vraiment par mon premier coup de cœur. C'est un peu c'est l'époque où la couleur vraiment commence à arriver en arcade. Donc c'est Galaxian et Galaga. Donc c'est des shoot 'em up, voilà, de mémoire. les ancêtres des shoot 'em up actuels, mais avec un écran fixe. Oui, Donc un peu une évolution de Space Invaders en fait à l'époque. Oui, pour les auditeurs, c'est des petits vaisseaux sur un scrollplay horizontal soit vertical. Voilà. On doit désinguer les vaisseaux ennemis, tout Voilà. simplement. Je ne mets pas. Shoot 'em up, oui. Voilà, tout à fait. Et ça c'est vraiment mon premier coup de cœur. Après il y a Miss Pac-Man parce que j'avais été super frustré de ne pas pouvoir y jouer un long moment. Il y a des jeux qui m'ont marqué après sur Apple II. C'est vrai que quand j'ai vu la première fois Ultima ou Bard's Tale, je me suis dit le jeu vidéo c'est quelque chose qui ne s'adresse pas seulement aux réflexes, c'est pas juste des jeux pour s'amuser comme on ferait du sport ou on manipulerait des objets. C'est aussi quelque chose qui peut raconter une histoire, il peut y avoir des interactions poussées, un dialogue avec le joueur tout autre. Après je vais citer des jeux, ça va peut-être paraître des banalités, mais moi j'ai adoré Space Harrier, donc comme jeu en arcade, qui est C'est un jeu d'arcade. C'est un jeu de Sega de 85 si je me trompe pas. C'était en vue subjective, Suzuki, si voilà, je où me on a un trompe pas. personnage volant avec un canon qui tire Une espèce de sur des gros champignons, des gros dragons, des robots. Je vais citer Dungeon Master sur Atari ST qui à l'époque m'avait mis une claque. C'est un jeu de rôle, ça. C'est un jeu de rôle, oui, tout à fait. De l'univers Donjons et Dragons. Ça faisait un C'est- espèce de C'est Doom-like bizarroïde. de l'Heroic Fantasy, oui. Voilà, ça c'est des jeux qui m'ont marqué. Après il y a Bomberman qui est pour moi un des meilleurs Multijoueur, c'est même ultime qui actuellement encore. Moi je conseille à tous même si les versions Super NES sont plus accessibles, d'essayer la version Saturn à 10 joueurs ou les versions PC Engine par exemple, qui sont bien meilleures que les Bomberman récents au niveau game design notamment. Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Après il y a des tas de shoot 'em up moi qui m'ont plu. Sur le PC Engine j'ai Spriggan, Gunhead qui m'ont vraiment marqué. Voilà, après un top 5 c'est dur, hein. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. donc voilà, j'espère avoir répondu un peu Ouais, à ça me l'auditeur. paraît. Alors, re-question du chat de Amiga 1200. Encourages-tu la conservation figée des machines et des logiciels, de soft, ou bien vous vous intéressez uniquement est-ce que vous l'utilisez de manière pertinente? Par exemple, vous allez ressortir l'Atari ST pour faire du Cubase ou pour utiliser un logiciel spécifique, ou vous mettez ça derrière une vitrine juste pour admirer la machine rétro? Est-ce que vous le ressortez pour une utilisation propre? Alors moi je vais citer un exemple qui est peut-être les auditeurs ne connaissent pas, donc ça peut être utile. Aujourd'hui, on a parlé des disquettes, on a parlé de leur difficulté de préservation. On a un nouveau type d'outils qui sont les émulateurs de lecteurs de disquettes, notamment pour les micros, qui permettent en fait de remplacer le lecteur de disquette par un lecteur USB.
ou un lecteur carte SD. Et ça permet en fait aux machines une seconde jeunesse aux machines rétro, puisque maintenant vous remplacez votre lecteur de disquette sur un Atari ST par exemple, et vous mettez toute la Logitech de la machine sur une carte SD. Et ça permet de réutiliser la machine. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser une machine, la vraie, plutôt que d'utiliser un émulateur, parce qu'au moins on est sûr que ce qu'on voit à l'écran est vraiment fidèle. Après, le gros problème qui va se poser à l'avenir, c'est que les machines, bon, au bout d'un moment, elles vont tomber en poussière, hein, parce qu'il faut pas arriver, c'est pas immortel, c'est du silicium, donc au bout d'un moment, ça se désagrège. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, le travail, en plus du travail de préservation des cartouches, des bornes d'arcade, des disquettes, c'est la préservation de l'architecture même de la machine, qu'on peut émuler via des composants comme les FPGA, qui permettent en fait d'émuler l'architecture d'une machine dans une puce récente. Et ça, c'est très important de sauvegarder l'architecture des machines pour pouvoir, avec des puces récentes, faire une machine qui se comporte vraiment de la même façon que l'ancienne, donc une sorte d'émulation hardware, et de pouvoir toujours avoir une émulation donc fidèle de la machine. D'accord. Oui, nous accueillons un auditeur. Es-tu là? Oui, bonjour, je m'appelle Olive Bod. Moi, le rétro gaming, je m'en bats un peu les steaks. Mais en fait, je me disais, je voudrais vendre ma collection et je voudrais savoir s'il y a moyen de se faire de l'argent avec. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, tout de suite faire de l'argent. Alors pourquoi à la base vous avez gardé vos jeux? Bah moi je les ai gardés parce que je me suis dit un jour ça va prendre de la valeur. D'accord. Comme le vin. Bah alors, comme le bon vin quoi. Si vous le saviez, la question ne se pose pas. Si les jeux ont pris de la valeur, vous les revendez au moment. Vous les revendez enfin, je veux dire c'est évident. Bah, vous les revendez au moment où vous avez besoin le plus d'argent. Bah, ça me paraît logique, mais revendez-les si c'est votre droit, ils vous appartiennent. On va pas vous empêcher de les vendre. Après il y a des sites. Non mais moi la question c'est pas ça, c'est est-ce qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent? Parce que moi je vais faire beaucoup d'argent avec ça. T'as quoi comme jeu vidéo et quoi comme machine? Super rare, je crois c'est un Game Boy, celui qui bouffait les piles à coup de 6 piles. Et pas la première Game Boy noir et blanc tu veux dire? Non la couleur, la Game Gear horizontale, la Game Gear. Ah de Sega. Game Gear de Sega. Une Game Gear de Sega c'est pas super rare actuellement, donc tu risques pas de la vendre super cher. Par exemple, ce qui peut être rare, c'est un Atari XE qui s'est très peu vendu. Atari c'en est aussi, c'est un Atari Entertainment System. D'accord. En fait, il faut le prendre au cas par cas. Moi, je peux pas te dire si tu vas te faire beaucoup d'argent dessus. Moi, je te conseille de regarder déjà sur eBay. De regarder s'il y a des objets équivalents. Voilà, parce qu'on parle d'eBay, moi je m'étais déjà renseigné parce que j'ai un compte sur eBay. Oui, vous et en fait, je suis désolé, je m'entends en écho, c'est horrible. Ouais, mais éteins ta radio derrière, je te l'ai déjà dit. Non, il n'y a pas la radio derrière, je l'ai coupé. Bon, soit, continue. Et en fait, moi j'avais créé un compte sur eBay pour faire une exposition. Ok, d'accord. Pour acheter des consoles, mais finalement ça coûte trop et puis voilà, ça ramène rien quoi. D'accord. Ok. Mais tu peux aussi faire une donation à l'association MO5, tu sais, ça... Ouais, non, mais eux, j'ai pas envie, je les ai déjà vus 1 ou 2 fois, j'ai vraiment pas envie. Bon, c'est ton choix, hein, ok. Bonne chance pour la vente. Et bon steak. Ouais. Merci, vous êtes cool. À bientôt Douglas, et je t'adore. Merci. À bientôt, merci à toi. À bientôt. Vous êtes bien sur Radio Ici Maintenant 95.2, émission cyberculture sur les jeux vidéo et le patrimoine numérique. Un seul numéro pour intervenir. Le 08 92 23 95 20. Alors, question du chat de Hello. Douglas, l'année 2012, hormis que ce soit l'année du dragon. Et de la fin du monde. Et de la fin du monde, donc c'est pour ça qu'il faut ressortir quelque part ces consoles rétro. C'est les 40 ans de Pong. Y aura-t-il un événement ou des événements prévus, par exemple par l'association MO5 ou d'autres événements que tu connais en France Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est très sympa de le faire remarquer et je pense qu'on pourrait faire un truc en fin d'année sur Pong effectivement, puisque Pong est sorti en fin 72, si je me souviens bien, entre novembre et décembre, la borne d'arcade de chez Atari qui était le premier jeu estampillé Atari, donc le Pong. Je pense que c'est une bonne idée, donc je pense qu'on va faire quelque chose.
Ça pourrait être très sympa. On va se déguiser en raquette, ce genre de choses. Toute jaune en plus, parce que la borne était jaune. Il y a une autre question sur le chat, assez intéressante. Doug, que penses-tu de la course au graphisme à laquelle on assiste actuellement? Que penses-tu aussi des DLC? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, bah, je vais répondre. Tu peux expliquer? Alors, la course au graphisme. Alors, il faut comprendre qu'on est dans un médium qui est technologique. On a beaucoup de gens qui... il faut voir que le jeu vidéo a permis quand même l'explosion des cartes graphiques, encore plus que les images de synthèse. Le jeu vidéo a vraiment permis aux entreprises qui développent le graphisme au niveau composant de gagner beaucoup d'argent, puisque un gros joueur PC ça change assez rapidement de cartes graphiques. Je pense qu'on va avoir au niveau par rapport à la résolution qu'on a actuellement sur les écrans, on va prendre du Full HD. Je pense que au niveau qualité de graphisme, on va arriver à un pic bientôt. Je pense, on va dire dans 8 ans, hein, c'est complètement arbitraire, mais dans 8 ans on va arriver à un photoréalisme donc qui va être quand même très difficilement surpassable, on va surpassable, comme dans Matrix. Voilà, en fait. tout à fait. Et à part avoir des écrans de 3 mètres de diagonale avec du 4K, donc 4 fois la résolution Full HD, les gens sur un petit écran, ils vont avoir du mal à faire de la différence. Donc une fois qu'on arrive au photoréalisme, quelle est la problématique? Tout le monde va pouvoir reproduire la réalité. Alors est-ce qu'on fait du jeu vidéo pour reproduire la réalité? On le fait pour vivre des expériences. Maintenant, je pense que quand on arrivera vraiment au top du top au niveau graphisme, justement, ce qui pourrait être sympa, c'est que on donne vraiment la liberté aux artistes, justement, de faire des choses qui s'éloignent de la réalité. C'est-à-dire utiliser toute cette puissance qui a servi au réalisme, mais pour créer des choses vraiment différentes. Parce que si on a tous les jeux qui ressemblent à la réalité, déjà d'un, on va pas faire la différence entre les jeux, et de deux, moi je joue pas forcément pour avoir la même chose, la même vision, les mêmes choses que je vois tous les jours. C'est plus des jeux vidéo à terme, c'est des jeux réels, ça vaut peut-être plus le coup. Voilà, donc je pense que bon, voilà, une fois que la technologie se sera tassée, on essaiera de l'utiliser avec plus de variété et en faisant confiance plus aux œuvres et aux designers originaux qui vont nous créer des mondes vraiment détaillés mais complètement irréels. Ouais, j'entends bien. Voilà, alors au niveau des DLC... Alors, qu'est-ce que c'est un DLC? Un DLC, en fait, c'est des extensions pour des jeux qu'on télécharge. Alors, le problème des DLC, c'est qu'effectivement, certains éditeurs les utilisent mal. Alors, soit ils les utilisent pour rentabiliser le jeu à outrance, c'est-à-dire ils vont ajouter 2-3 trucs qui des fois sont même sur la galette. Il faut voir que certains DLC sont déjà présents sur le jeu qu'on achète à 60-70 € et qu'on repaye pour activer cette extension. Alors ça c'est super pervers. Il y a des DLC qui permettent de finir le jeu, c'est-à-dire corriger le bug quand l'éditeur a pas eu le temps de le sortir fini. Ça Ce aussi... que tu parles, les DLC, c'est les fameux patchs ROM qu'on trouve sur émulateur, par exemple. Ah, là on parle des jeux récents. Je pense qu'ils me demandent ça pour les jeux récents. Parce que c'est arrivé dans le monde des consoles. Avant ça existait que sur PC. Maintenant que les consoles sont toutes connectées et qu'elles ont toute une mémoire de masse, la PS3 un disque dur, la Xbox 360 aussi. C'est vrai que les éditeurs des fois l'utilisent de manière inadéquate. Maintenant ça peut être très sympa de rallonger la vie d'un jeu ou de rajouter des missions supplémentaires ou des personnages, des armes supplémentaires. Alors bien sûr en échange de quelques euros, parce que c'est très rarement ils font ça gratuitement pour satisfaire le joueur. Donc il y a vraiment dans les DLC du tout. Il y a vraiment des choses qui sont très attaquables et du DLC qui ne sont que finalement des options supplémentaires pour le gros joueur. Le joueur qui est fan de la série, il va être content d'avoir des options supplémentaires, des objets supplémentaires, une quête supplémentaire. Mais maintenant, faut pas que les éditeurs en abusent et considèrent qu'il faut faire payer des tas de choses qu'on avait avant dans le jeu, comme par exemple le multijoueur qui va avoir tendance de plus en plus à devenir
payant, donc pour garder aussi le joueur captif dans le jeu et lui faire payer limite un abonnement comme les MMORPG. Comme dans World of Warcraft, Voilà. même le futur Diablo 3, j'ai vu qu'on pouvait acheter des armes moyennant de l'argent réel. Mais encore une fois, les éditeurs le proposent, mais c'est les joueurs qui décident. Si personne n'achète, ils arrêteront de le faire. Ouais, Donc mais... le pouvoir, il est dans les mains des joueurs. Ouais, mais jusqu'à... Pour rebondir à ce que tu dis, par exemple, sur le chat, il parlait de Second Life. Donc déjà, est-ce que Second Life est un jeu? Et secondement, sur Second Life, on pouvait acheter, il me semble, avec du vrai argent, des pièces. Est-ce que ça pourrit pas le jeu ou est-ce que ça biaise le jeu quelque part? Enfin, il n'y a pas un problème? Enfin, c'est ce qui a permis à Second Life de se faire connaître. C'est le buzz de l'argent, en fait. C'est le buzz. Dès que ça parle argent, la presse grand public en a parlé. Et ça a été positif pour Second Life, hein, parce qu'à partir de là, les gens ils sont allés voir ce que c'était. Maintenant, est-ce que c'est un jeu? Non. Parce qu'il y a très peu d'interactions en fait qui sont contrôlées par l'ordinateur. Les interactions, c'est des humains qui interagissent avec d'autres humains, en gros. Donc, on n'est pas vraiment dans le jeu. On est plus dans un jouet social qu'un vrai jeu. Alors maintenant, on peut inclure ça dans les jeux vidéo, mais vraiment, il est à la limite. Ouais. Quand tu parles de jouet, entre guillemets, est-ce que tu le dénigres par rapport aux lettres de noblesse du jeu vidéo? Non, c'est que un jouet, c'est par exemple la bouteille d'eau que j'ai dans la main. Je peux la manipuler, je peux en faire ce que je veux, je peux m'amuser avec. Mais il n'y a pas de règles. À part les règles physiques, on n'a pas de règles, on n'est pas dans un système qui est régi par une machine avec un but. Et des règles qui permettent, suivant notre intelligence et notre habileté, d'aller dans ce but-là. On est dans une manipulation gratuite et interactive, bien sûr, mais qui n'a pas de but. Donc ça, c'est plutôt un jouet. Alors, le jouet en tant que tel, c'est utile, puisque ça permet les premières interactions d'un être vivant. Hein, on prend un chat, on prend un bébé humain, il joue, il s'amuse à prendre les objets qui sont autour de lui, à voir ce que ça fait. Mais maintenant c'est pas une question de noblesse, c'est une question qu'un jeu vidéo, c'est l'étape d'après. C'est on se force, on est contraint par des règles, et on essaye de maîtriser le jeu en fait, avec les règles, avec un challenge, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a certains jeux qui aujourd'hui ont très peu de challenge, comme pas mal de jeux Facebook. La définition du jeu vidéo, elle est très vaste. Il y a beaucoup de jeux vidéo et ça ne va pas s'arrêter, ça va s'amplifier. On va avoir des nouveaux genres de jeux vidéo et des nouveaux supports qui vont arriver dans les années à venir. Dis-nous en plus, je suis impatient. Quel jeu, quel support? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Je peux pas tout prévoir, mais on peut voir aujourd'hui des jeux Facebook qui ont très peu de challenge, qui ont des mécaniques qui sont très très simples, qui sont considérés comme des jeux, hein, même si beaucoup de gens qui y jouent ne savent pas qu'ils jouent à un jeu vidéo, et en tout cas on parle pas parce que... tout ce qui est en HTML5 avec Canvas ou WebGL aussi, c'est la venue de ça. Qui fait que, alors, le problème c'est pas forcément le support, c'est la diversité des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui vont considérer que un jeu Facebook, c'est pas pareil que Ghosts and Goblins en arcade. Alors que c'est quand même deux jeux vidéo. Mais on n'est pas dans le même type de jeu vidéo. C'est tout. Mais c'est quand même du jeu vidéo. Et on va avoir... Aujourd'hui, ce que le marché du jeu vidéo essaye de convertir, pas de convertir, mais en tout cas de happer des gens qui ne sont pas intéressés par le jeu, qui ne sont pas intéressés par le challenge. Donc on essaye de les faire venir par le coaching, dans le jeu vidéo par des manières non frustrantes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à un joueur de mon époque, hein, quelqu'un qui a commencé dans les années 80 comme moi, c'est le challenge. On a un jeu, on a un but, on a des possibilités, on a des gens qui nous mettent des personnages, des mécaniques voilà, qui nous mettent des bâtons dans les roues, et nous on va réussir à s'en tirer. Beaucoup de gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo à cette époque-là, c'est les gens qui sont frustrés dès qu'ils perdent. Et en fait, ils ont une très grande frustration. Et donc, on essaie de faire venir un nouveau public des gens qui se frustrent très rapidement, par le biais de mécaniques non frustrantes et très très simples. Donc, on clique là, on donne un objet à tel ou tel copain sur Facebook, et alors moi, je ne sais pas quel phénomène, qu'est-ce que ça va produire sur le long terme. Est-ce que ces gens-là vont après essayer de passer au niveau supérieur
ou pas, mais en tout cas, la diversité du jeu vidéo est, en fait, s'amplifie. Je suis d'accord avec toi, il y a une grande diversité, mais est-ce que ces jeux-là ne sont pas très trop simples et même ils n'ont pas de fin? Par exemple, tu sais, sur Facebook, le jeu de la ferme, je sais plus comment ça s'appelle. Farmville, ouais, voilà. Ah, mais qu'est-ce que ça m'a embêté ce truc-là, les gens. Allez, on vous invite à ça, tout, mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie, bah moi non plus, mais ce jeu-là, je vois pas de fin en fait. Mais c'est la première génération de jeux entre guillemets sociaux sur Facebook. On va avoir une évolution rapide de ce type de jeu. Maintenant qu'il y a un public, qu'il y a des gens qui savent qu'on peut jouer dessus, je pense qu'on va avoir dans les mois à venir des jeux qui vont avoir un peu plus d'intérêt. Maintenant, on verra si le public de Farmville va adhérer à un jeu un peu plus complexe ou s'il va rester sur du clic 15 fois par journée pour échanger des objets. Voilà. Je ne veux pas me prononcer dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez délicat à prédire. J'aimerais bien rebondir sur un élément qui est important, c'est les émulateurs aujourd'hui, qui permettent d'émuler énormément de consoles. Et par ce fait, pourquoi aujourd'hui, vous, imo5.com, vous n'êtes pas dit, vous allez dire, je vais tout dématérialiser, je préfère faire ça que stocker à gogo et de plus pouvoir marcher et faire des espèces de tunnels dans vos locaux d'ordinateurs, de consoles. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette solution d'émulation? Je sais pas, moi je préfère avoir un émulateur à la maison sur mon système d'exploitation. Pour notre patrimoine, il faut quand même conserver les objets originaux. C'est comme si on se posait la question, on va faire une reproduction photographique de haute qualité de la Joconde et on va jeter l'original. Voilà, c'est tout simplement. C'est la même problématique. Ouais, c'est la même problématique. Il faut garder quand même le plus longtemps possible l'objet original pour pouvoir le voir et puis montrer que ça existait aussi aux générations futures. Est-ce que l'émulateur te procure la même sensation graphique, la même sensation sonore? Au-delà du jeu, il faut garder les objets. Après, si tu parles émulation, l'émulation est plus ou moins bonne. Il faut savoir que maintenant on est sur des écrans LCD, on n'a pas exactement la même image que sur des écrans à tube, des CRT. Déjà il y a pas mal de programmeurs qui se penchent sur ce problème. Pourquoi? On pourrait se dire mais c'est pas grave si l'image n'est pas exactement pareille. Mais non, il y a cette volonté de reproduire le jeu à l'identique comme il était à l'époque. Et ça je pense que c'est bien. Vous voyez à Game Story, on a utilisé notamment beaucoup d'écrans CRT parce qu'on voulait avoir le même rendu avec des pixels ronds et la différence de luminosité qu'il y avait à l'époque sur les écrans CRT. Et on n'a pas voulu utiliser des écrans LCD pour des vieux jeux. Alors moi j'ai une question de chat de Zerkman. Doug, que penses-tu des dérives des fabricants de consoles qui tentent à bloquer la revente de jeux d'occasion en forçant l'enregistrement en ligne? Donc Zerkman, très bonne question. Très bonne question. C'est assez délicat. Moi je trouve que je vois pas pourquoi on essaierait d'interdire l'occasion pour les jeux vidéo et on l'autoriserait pour d'autres médiums, pour d'autres objets. Alors maintenant les éditeurs font ça, à mon avis c'est surtout pour un problème comment dire, de bénéfice, de rentabilité des jeux. Le jeu vidéo a un problème par rapport au cinéma. Le cinéma, le film sort en salle, il sort en DVD, Blu-ray après, donc on récupère, le studio récupère et l'éditeur encore de l'argent et puis après il passe à la télé. Troisième fois où il récupère de l'argent. Le jeu vidéo, il est assez éphémère, c'est-à-dire que le jeu fait la majorité de ses bénéfices dans le premier mois de sortie. Pour le jeu matériel. Je parle pas des jeux. Aujourd'hui, les fabricants de jeux vidéo, donc les sites de développement de jeux vidéo, leur chiffre d'affaires est réalisé les premiers mois, on va dire, et ils font un choix aussi de support. Et ils vont pas, ils font un choix de support. Par exemple, ils vont choisir de sortir sur PS3 avant de le sortir sur PC. Donc voilà, et quand il y a une exclue, oui, et puis les exclus, ça se paye. Moi, je pense qu'ils peuvent se tirer une balle dans le pied en faisant ça parce que notamment les jeunes joueurs, les gens qui sont pas encore vraiment dans la vie active, ils achètent un jeu neuf à la base souvent.
ils le finissent, ils le revendent et avec l'argent qu'ils ont, ils rachètent soit un jeu neuf, soit un jeu d'occasion. Donc ils réinjectent un peu d'argent aussi parce qu'il y a une différence de prix. Donc on a quand même des gens qui restent déjà dans la légalité, qui font pas le choix d'aller pirater leur jeu. Je pense que pour l'industrie c'est quand même pas mal. Et en plus ils réinvestissent dans le jeu, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas même si sur un jeu d'occasion l'éditeur ne regagne pas d'argent, ça permet quand il le revend de souvent l'utilisateur, le joueur de racheter un jeu neuf. Donc l'argent repart encore une fois quand même dans le marché du jeu vidéo. S'ils interdisent l'occasion et que les gens ne... Je pense que ça va quand même au niveau créer un grand scandale parce que les gens ils sont tellement habitués à quand ils peuvent pas acheter du neuf à acheter de l'occasion. Ça risque de se retourner contre eux. Moi je pense, après je peux me tromper. Ok, j'ai une autre question venant de Amiga 1200. C'est une question qui paraît peut-être bête comme ça, mais y a-t-il un danger à stocker des vieilles machines chez soi? Donc avec oui, alors, est-ce que c'est aussi dangereux que de l'amiante? Est-ce qu'on va se décomposer? Est-ce qu'on va perdre notre nez? C'est dangereux si on les branche. Si on les branche parce que notamment les alimentations de vieilles machines, que ce soit Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Atari. Elle est interne, donc sur Atari. Ce qui est dangereux, c'est que les alimes, dès qu'elles ont plus de 15 ans, déjà elles abîment la machine originale parce que le courant est plus du tout régulé et ça abîme les composants d'avoir de l'électricité qui varie. Et deuxièmement, il peut y avoir des risques d'incendie parce que c'est des très vieilles alimes. Donc je conseille à tous les collectionneurs, tous les gens qui préservent des machines et qui s'en servent encore, d'acheter des nouvelles alimes, des alimes régulées récentes. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème de risque de casse. Donc c'est pas dangereux, je risque pas de perdre mes cheveux ou Non, c'est pas radioactif déjà, donc non, c'est pas dangereux. Alors faut faire gaffe à pas mettre des disquettes ou des bandes trop près d'un moniteur, mais à part ça. Ouais, pour le magnétisme. Voilà, exactement. Ok. J'ai une question pour revenir un petit peu sur l'association MO5. Dans l'avenir, le plus parfait, donc c'est une question de Killer Crash sur le chat. Dans un avenir parfait, comment vois-tu l'association MO5 à son apogée? Est-ce que vous avez un rêve particulier? Ah oui. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous voulez surpasser la Tour Eiffel? Est-ce que vous allez ouvrir le Louvre du jeu vidéo? C'est la grande question. Le but, c'est d'aider le gouvernement à l'ouvrir. On n'a jamais pensé pouvoir le faire tout seul, sans l'appui soit du gouvernement, soit d'éditeurs, des acteurs du marché. Nous, on est là pour montrer la voie, mais on n'est pas, c'est pas possible de réussir tout seul. C'est-à-dire que nous, on prémâche, mais il faut qu'après que le gouvernement nous aide ou qu'il y ait des partenaires pour vraiment ouvrir un musée, puisque un lieu ça coûte cher. L'asso pourra jamais créer un musée. Vous trouvez des sponsors? Faut se faire sponsoriser. Mais surtout le point important, c'est qu'il faut que ce soit un musée national, parce que nous on n'est pas éternel. Donc il faut nous assurer que le matériel soit préservé, et il n'y a rien de mieux qu'un musée national. On veut pas faire de musée privé. Parce que musée privé, le jour où la personne elle a envie d'arrêter, elle jette tout et puis tout est perdu. Nous, on veut un musée national et on veut que ça soit préservé de génération en génération. Avec un sous-sol pour réparer les machines, un coffre-fort pour cacher la machine. Un musée, ce n'est pas juste un... Alors maintenant, on peut aussi créer un institut avec le gouvernement qui serait un peu plus vivant qu'un musée, avec une partie musée, une partie qui est plus interactive, en lien avec les artistes, la recherche... Aujourd'hui, votre rêve, c'est de vous rapprocher du gouvernement, entre guillemets, du ministère de la Culture, et de vous offrir, on va dire, un espace qui serait donc financé, bien sûr, par le gouvernement, pour exposer l'ensemble de vos œuvres numériques. Voilà, parce qu'un musée, c'est l'expo, mais c'est aussi la préservation derrière, c'est la documentation, l'archivage, c'est aussi la recherche.
Un musée, c'est plus que l'espace visible. Hein. Parce qu'après vous avez l'air déjà de vraiment bien avancer, parce que vous avez fait l'exposition, je rappelle que vous avez fait l'exposition au Grand Palais. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais aussi, les sociétés de jeux vidéo étaient en bonne relation avec vous, et vous considérez déjà quelque part comme leur conservateur. Je pense que c'est ça le terme qu'il faut choisir, parce qu'ils n'ont pas de... Parce que le patrimoine de leur entreprise, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas de patrimoine, mais quelque part, vous ouvrez une voie, et ces entreprises-là vous couvrent. Oui, tout à fait. Donc vous allez vers la direction de pouvoir proposer au gouvernement et au ministère de la Culture. On ne peut rien faire sans le soutien des éditeurs et le soutien des institutions. Donc c'est vraiment vital pour nous. Après la troisième chose, et je pense que c'est très important pour nous, donc à tous les auditeurs, s'ils ont le moyen de nous rejoindre, de devenir membres de l'asso, même s'ils ne sont pas actifs et qu'ils viennent pas au local ou nous aider. Donc www.emo5.com. Voilà, venir nous rejoindre en tant que membre de l'asso, ça coûte 15 € par an. Bon, ça va. C'est indispensable s'ils veulent un jour un musée du jeu vidéo et de l'informatique personnelle, parce que plus on a de membres, plus on est crédible en face des institutions. On pourra avoir aussi déjà avoir fait une exposition au Grand Palais, c'est une certaine forme de crédibilité. Ouais. Vous avez fait plus de 60 000 visiteurs. C'est le premier pas. Nous, on veut devenir d'utilité publique, donc il nous faut vraiment un maximum de membres. Il faut qu'on ait un poids, une crédibilité face au gouvernement. Et c'est vrai que entre aller les voir et leur dire voilà, on est 20 collectionneurs geeks et on est 1000. À 1000, on commence quand même à avoir un autre genre de rapport. Ils commencent à comprendre que ça touche pas mal de personnes. Donc moi, j'enclin tout passionné de jeux vidéo, toute personne qui est dans l'industrie, qui veut qu'un jour le patrimoine soit conservé et exposé, et qu'on explique aux générations futures comment ce médium a été créé et a survécu et a évolué, à nous rejoindre et à devenir membre. Donc, c'est un appel qui, je pense, qui va être entendu, qui sera positif pour aider l'association Emo5 à mettre en avant leur grand projet, leur fabuleux projet de la réalisation d'un musée national du jeu vidéo rétro, bien sûr, parce que c'est un peu ça l'objectif de votre association. D'ailleurs, Doug, vos prochaines conférences ou expositions, ça se passe quand ? Oui. J'ai pas le calendrier complet comme ça en tête. Faut aller sur le site. Alors il y a le site qui est communautaire, qui présente l'asso, et il y a des musées en ligne qui sont des bases de données avec les machines. Mais on a aussi le mag de Emo5 qui est en fait donc une partie avec toute l'actualité rétro et l'actualité de nos expositions. Donc il suffit d'aller sur le site et de consulter notre calendrier. Alors des fois on n'est pas que sur Paris, on se déplace aussi pour faire des petites expos à droite à gauche. Donc voilà, moi j'enclin toutes les personnes qui sont intéressées par nos expos à aller voir le site, ça sera plus simple. Parce que là je risque d'en oublier. Là au niveau des conférences, moi je suis allé à Lille, je suis allé à Bourges récemment, on a fait une expo à Cergy. Il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en train de se monter. Bon, c'est des petites expos à droite à gauche, mais ça permet de sensibiliser le public donc à la préservation du patrimoine numérique. D'accord. Petite question du chat après Hello, on a bonjour. Je pense que c'est la mode en ce moment sur le chat. Très original. Très original. Hein. C'est Hello, bonjour. Alors Doug, ma dernière console est une GameCube. Enchanté. Est-ce que je rate quelque chose à ne pas la mettre à jour selon toi? Alors, la question update. La mettre à jour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire en racheter une nouvelle? Je suppose. Je sais pas, elle est pas en réseau la GameCube? Il n'y a pas une possibilité de réseau ou de Non, enfin la mettre à jour, il y a rien. Non, okay. On ne peut pas la mettre à jour. Alors, c'est Nintendo l'a mise à jour en faisant la Wii, qui est une GameCube améliorée, mais à part ça, on peut rien faire de nous-mêmes. Après, peut-être que le sens de sa question, c'est est-ce qu'il perd quelque chose à ne pas en racheter une nouvelle, à racheter une console récente? Alors, effectivement, on a un problème dans le jeu vidéo que n'a pas le cinéma par exemple, puisque le cinéma, le DVD, le Blu-ray, on le met sur toutes les machines. On n'a pas une différence d'expérience marquante entre si on choisit un matériel différent.
dans le monde des consoles, chaque console va avoir ses possibilités graphiques, son ergonomie, et donc après c'est à lui de voir s'il a déjà fini tous les jeux qui l'intéressaient sur le GameCube et qu'il veut passer à autre chose, ou s'il est satisfait et qu'il continue dessus. Voilà. Alors moi j'ai une question très intéressante du chat, c'est toujours Amiga 1200 qui nous pose une super question à Doug. Merci Amiga. Hein. Amiga. Donc Doug, est-ce que vous proposez des formations pour apprendre à faire des jeux ou autres sur des vieilles machines rétro? Par exemple, si je voulais apprendre le pixel art ou le code assembleur 6502 ou 66000, est-ce que vous le feriez Alors, encore une fois, nous on le fait pas, mais on connaît des gens qu'on pourrait mettre en relation donc pour qu'ils puissent s'y mettre, et surtout qu'aujourd'hui on a internet et donc on a la chance d'avoir des forums avec des gens qui s'entraident quand même et qui sont vraiment calés sur le sujet. D'accord. Et une autre petite question, c'était au point de vue des docks. Est-ce que vous conservez les docks? Oui. D'accord. Oui. Et là il y a toujours un problème d'humidité, vous les mettez dans les magazines, les les livres, les docks, les périphériques. Et même les magazines de tilt de l'époque. Tout à fait. Moi j'ai donné tous mes magazines, ma collection de magazines français à l'assaut. Voilà, on conserve tout, oui, qui est en rapport avec ces médiums-là. Mais c'est, pour reprendre cette histoire de livres, de manuels associés aux jeux vidéo, c'est assez important parce que des fois on retourne sur un vieux jeu vidéo et il y a des combinaisons limite impossibles à deviner pour faire marcher son bonhomme. Bien Alors sûr. que si on n'a pas le manuel, on est vraiment perdu dans le Bien jeu, sûr. littéralement. Bien sûr, la documentation et même pour montrer le packaging est très important. C'est-à-dire qu'on a quand même une œuvre qui est complète. Pour moi, je considère ça comme une œuvre complète parce qu'il y a le soft, bien sûr, donc la partie qui vient se loger dans la machine et qui est interactive. Il y a le livret, il y a la boîte. Tout peut en fait contribuer à l'œuvre. C'est pour ça que je suis un peu triste d'avoir de moins en moins de jeux matériels de nos jours. C'est ce qui nous faisait rêver quand on était gamin, toutes ces jaquettes de jeux vidéo. Ah oui. On a une période quand même qui est beaucoup plus, à part les éditions collector, on a une période qui est un peu triste au niveau des packaging aujourd'hui. On a l'impression que c'est un produit culturel mais avec des boîtes jetables. Et c'est dommage quoi. On lui donne pas l'importance qu'il pourrait avoir, mais c'est la même chose pour les films. On a de moins en moins les DVD de base avec un film de base. T'as l'impression d'acheter un bout de plastique. C'est pas très excitant. Très cher, voilà. Alors que bon, moi, c'est pour ça que pour les grands jeux, les grands films, je préfère avoir une version collector qui est plus jolie, qui fait à l'ancienne quoi. Voilà. Alors par rapport à tout ça, je sais pas si tu es au courant, il y a l'AC 2012 qui va sur Paris dans le 77 le 14 avril. Oui. Donc qui sera dédié aux conventions des anciens ordinateurs ludiques et retro coding. Voilà. Donc à la salle d'Eiffel de Congis dans le 77 440. Techno, Archon, Archimède, Amiga, Commodore, Amstrad, CPC, Atari ST, Falcon, MSX, ZX Spectrum, Auric et autres ordinateurs comme Thomson. Oui. Je sais pas que tu as un petit mot à dire là-dessus ou. Je leur fais coucou déjà là, puisque c'est des amis, et puis j'incite toutes les personnes qui seraient intéressées pour aller voir des vieilles machines et leur création contemporaine, parce que les vieilles machines, il y a encore des gens qui créent dessus, et d'ailleurs il y a des œuvres carrément étonnantes sur les vieilles machines, puisque un programmeur, quand il connaît une machine depuis 15 ans, il la maîtrise sur le bout des doigts, et on a des... Si des auditeurs veulent les regarder, il y a notamment les démos, les jeux amateurs sur vieilles machines qu'on peut voir sur YouTube. Il y a des choses qui sont incroyables. Un Commodore 64 aujourd'hui bien programmé, ça arrive presque à égaler une Super Famicom, une Super NES. D'accord. Donc si vous voulez faire un tour dans cette convention et aller voir des gens encore qui développent sur ces machines-là, c'est une belle occasion. Alors là on va arriver sur la fin de l'émission, Doug. Donc déjà merci d'être venu nous présenter l'association mo5.com. Merci beaucoup Doug. Et reviens quand tu veux. Si tu as un mot à dire, quel serait le dernier mot pour dire, mot de la fin. Le mot de la fin. Vas-y, dis-nous des choses. Le mot de la fin. Lâche-toi. Révélation. Oh là. Vous avez un indice? Non, moi voilà, moi j'enclin les gens à rejoindre l'association, à nous soutenir, à sensibiliser autour de vous les gens sur le sujet, sur le fait que c'est pas juste un loisir consommable bête, mais ça va être pour moi, en tout cas, ça sera le médium du 21e siècle. Ok. Voilà. Alors notre prochaine émission dans 2 semaines sera dédiée à une phrase très philosophique
que serions-nous sans le piratage en Oui. général? Que serions-nous sans le piratage? Le piratage informatique, bien sûr, parce que c'est pas pirater des bateaux et jouer au pirata. Donc que serions-nous sans le piratage? L'émission sera dans 2 semaines. Voilà. D'accord. Donc vous parlerez de hacking ou plus de copies de logiciels? C'est au POM du fait s'il n'y avait pas eu tel logiciel de dessin, est-ce que j'aurais su faire de l'infographie par exemple? Et j'aurais dû acheter une licence très chère et voilà, tout simplement. Tout à fait. Ok. Merci bien messieurs, je vous dis à une prochaine. À très bientôt. Merci à vous. Et merci. Bisous à tout le monde. Bisous. Vous étiez bien sur Cyberculture sur Radio Si Maintenant 95.2. Comme vous l'avez entendu, dans 2 semaines, l'émission Que serions-nous sans le piratage? Est-ce que nous aurions les mêmes us et coutumes? Sera le débat d'ici 15 jours. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.